lorsqu'on parle de maroquinerie, on voit plus des hommes que des femmes. Et elle, après avoir obtenu une licence en commerce international, elle a décidé de se lancer dans une formation de maroquinerie. Actuellement, elle crée des chaussures, elle crée des portefeuilles, elle crée des sacs à base de cuir. Et elle est comme une première dans ce domaine-là au Bénin. Aujourd'hui, je reçois pour vous, pour cet épisode de Féminos, Zinab, qui est la créatrice, la fondatrice de la marque Didé, qui est un mot Yoruba. On va lui demander ce que cela veut dire et on va parler de son parcours et de comment, de commerce international, elle s'est retrouvée à nous créer des chaussures, à nous chausser, à chausser nos hommes et à offrir des portefeuilles. Zinab, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien, d'accord. Donc, Zinab, nous allons parler un peu de ton parcours. Tu pourras regarder ici. Nous allons parler de ton parcours. Tu m'as dit que tu as eu un parcours normal, hein, comme tout enfant béninois. Tu as grandi à Cotonou. À Calavi. Bon, c'est la même chose. Donc, comme tout enfant béninois ayant grandi en ville, tu as eu un parcours normal, c'est-à-dire maternelle, primaire, et après le bac, qu'est-ce que tu as fait? Après le bac, j'ai fait commerce international. Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans le commerce international? À la base, je voulais être agronome. Ok, Et j'ai finalement fait commerce international parce que j'étais boursier. ok. Donc j'avais une bourse complète de l'État et c'était ma troisième option. Je ne me voyais pas abandonner une bourse. Donc je me suis dit, allons-y. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que le commerce international, c'est juste parce que tu ne voulais pas payer la bourse. C'était ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver Ok, parce que après ça, j'ai eu quelques expériences au champ ok. et j'ai compris que L'agronomie n'était pas pour toi. Mais qu'est-ce qui te passionnait alors dans l'agronomie? euh, papa aimait. Bon, j'avais mon père qui avait des champs Ok. et je ne sais plus si c'est le champ que j'aimais ou si c'était parce que j'aimais passer du temps avec lui, mais je me suis convaincue que j'aimais le champ, j'aimais l'agriculture. Et c'était juste ça, je voulais faire de l'agronomie. J'ai eu des grands frères qui ont fait l'agronomie et qui vivaient bien. Wow. Il y avait aussi ce Oui. côté-là qui me motivait. Donc en fait, il y avait le fait que tu aimais, tu passais beaucoup de temps avec ton père dans les champs et qui t'a conduit un peu à te lancer dans l'agronomie. Et il y avait aussi le fait que tu trouvais que ça rapportait assez d'argent. C'était ça. Et après, tu t'es retrouvé en commerce international. Et comment ça s'est passé là-bas? C'était bien, c'était 3 années où c'était juste facile. Je dirais j'étais dans mon élément avec le commerce international. J'étais dans mon élément. J'ai cette facilité-là à apprendre de nouvelles choses et à me sentir intéressée par chaque chose qui vient. C'est juste passé crème les 3 années de commerce international. J'ai eu une licence en commerce international. Et après la licence, tu as déposé des dossiers comme tout le monde. Oui. Et comment ça s'est passé? Après la licence, j'ai déposé des dossiers, j'ai été pris en stage professionnel et j'ai fait 6 mois de stage professionnel non payé. Wow. J'ai renouvelé, j'ai fait 6 mois encore. Wow. Et j'ai arrêté lorsque je me suis rendu compte que comme moi, il y avait d'autres personnes, d'autres jeunes comme moi, qui étaient là depuis près de 2 ans, qui étaient en stage professionnel non payé et qui clairement n'étaient même pas sûrs d'avoir un boulot dans cette entreprise-là. Donc j'ai voulu. C'était une grande structure de la place, c'est ça? C'était une structure d'État en plus. Wow. Je prêtais le nom, mais c'était une structure d'État et il y avait d'autres personnes qui embauchaient, mais pas parmi ceux qui faisaient les stages. Pas ceux qui avaient duré en stage là-bas. Et on va parler un peu de l'expérience en stage. Et on s'est rendu compte que la plupart du temps, les stagiaires sont plus utilisés pour les petites courses et non formés dans vraiment ce qu'ils sont venus en fait acquérir comme compétences. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé aussi pour toi? Exactement comme ça. J'ai fait commerce international, j'étais dans le service transit, donc je me disais j'allais voir des transactions, apprendre beaucoup de choses, mais rien, j'ai fait photocopie sur photocopie. Wow. Quand ils se sont rendus compte que j'étais rapide à la saisie, je faisais la saisie tous les jours, pardon.
Et j'allais au marché, j'allais au marché pour les chefs. Il y avait plein de tâches qui littéralement, tu faisais le course pour les chefs, c'est ça? C'était ça, aucun rapport avec ce que je voulais vraiment apprendre. Je parlais de l'expérience sur le terrain qui concernait le transit, c'était une seule fois. Au tout début, donc je me disais que ça va revenir, mais ce n'est jamais revenu. Donc, tu as décidé d'arrêter le stage après 1 an. Oui, c'est ça. Et après 1 an, qu'est-ce que tu as fait? Après 1 an, j'ai arrêté le stage, pas parce que j'avais un plan tout tracé, mais parce que j'en avais marre de continuer à servir dans l'entreprise là. Et je suis restée à la maison quelques mois. Je voulais continuer avec un master, mais les parents n'étaient pas à même de payer. Donc, je suis restée à la maison quelques mois et j'ai décidé, vu que c'était le fait de pagner les accessoires, je veux dire, quand on prend des anciens, ça, qu'on met du pain et tout ça. Vu que c'était ça qui me permettait de m'évader dans le temps, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une formation dans ça, essayer le pain. J'avais des références comme Nana Ouas que je suivais depuis des années. Et c'était d'ailleurs l'un des grands arguments que j'ai utilisé pour convaincre mon père de m'envoyer en formation de maroquinerie, de pagnage, je vais dire, si le mot existe. Et juste après ça, il a accepté, là, sur le champ, il a accepté déjà que je fasse cette formation. Je me suis formée au Nigeria d'abord. Et au Nigeria, en voulant apprendre à faire les accessoires en pagne et tout ça, on me disait, bon, apprendre à faire les accessoires en pagne et apprendre à faire les accessoires en cuir, ce qui va plus te servir, c'est d'apprendre en cuir. Si par la suite, tu décides que avant de spécialiser campagne, tu vas le faire. Donc, je me suis tournée vers le cuir. J'ai aimé ce que le cuir apportait à la création. Ok, donc ta formation n'a pas été faite au Bénin? Non. Au Nigeria. Mais l'idée ou la vision que nous avons du Nigeria, tu avais quel âge à peu près quand tu es partie? Quand je suis partie, je devais avoir 21 ans. Waouh! Et tes parents, ton père a accepté de te laisser aller au Nigeria ou vous avez des parents là-bas? Aucun parent. Aucun parent. Je suis d'abord allée en repérage avec une maman que je savais qu'elle allait souvent au marché et tout là-bas. Donc j'ai pris les renseignements, on est allé en repérage une fois d'abord. Je suis allée voir l'endroit. Je suis revenue, je lui ai dit oui, j'ai vu, c'est bon, je veux partir. Et on a fait le programme et les mois qui ont suivi, j'étais là-bas. Je me rappelle, petite anecdote, le jour où je devais partir, je me disais même que j'irais seule. Donc je me suis réveillée tôt et il m'a mis dans sa voiture. Je me disais qu'il allait me déposer juste à la frontière pour que je continue. Mais non, il a garé la voiture, il m'a emmené jusqu'à là-bas. Il voulait voir où sa fille devait rester. Oui, c'est clair. C'était juste ça. Mais il n'y avait pas cette idée du fait que le Nigeria était dangereux et tout. Et tu as fait une formation de combien de temps? J'ai fait une formation d'1 an. D'1 an d'abord. Et jusqu'aujourd'hui, quand j'ai le temps, je repars dans des endroits me former. Toujours au Nigeria? Non, pas seulement. Au Nigeria, oui. Et au Ghana aussi. Ça veut dire que tu parles très bien anglais? J'essaie. Ou bien c'est que ta pratique s'est faite là-bas? Non, j'essaie. Je suis autodidacte en anglais. J'ai toujours aimé l'anglais. Donc, je parlais un peu avant d'aller et arriver là-bas. Ça n'a pas été trop difficile de mélanger aux anglophones. Donc, nous allons parler un peu des arguments que tu as utilisés parce que tu m'as dit que tu avais fait une liste d'arguments à ton père pour le convaincre de te laisser te former en maroquinerie. Donc, on va parler un peu des arguments. Peut-être que ça va inspirer aussi d'autres femmes dans cela. Donc, dis-nous un peu comment tu as fait. Est-ce que c'est un papier que tu as pris, tu as fait genre ce qu'il peut dire et puis tu as mis en face les réponses que tu vas lui donner pour combattre ça? C'était un peu ça. C'était un peu ça parce que je connaissais mon père. Mon premier argument, c'était du fait que faut que je fasse quelque chose que j'aime pour être épanouie dans la vie. Parce que c'était un militant de l'épanouissement de la femme et tout. Donc, c'était déjà mon premier argument. Il faut que je fasse quelque chose qui va
me permettre d'être épanouie parce que je vais aimer ce que je fais. Donc, c'était mon premier argument. Le deuxième argument, c'était Nanawas. Ok. Et je l'ai utilisé comme l'argument ultime. Wow. Et il n'a pas fallu plus pour que je lui ai parlé du fait qu'elle vendait des accessoires en pagne et que sa première vente privée a généré des millions. Mais est-ce que papa connaissait Nana Was? Il ne connaissait pas Nana Was, mais je crois que ce qui l'a convaincu, c'est le fait que je défendais tellement l'idée d'aller me faire former et que je ne faisais rien et que j'étais déprimée dans la période parce que je ne faisais rien. Donc, il a juste accepté. Wow. Mais tu avais fait combien de temps à la maison avant que l'idée ne vienne? Environ, je dirais, un peu moins d'un an. Wow. Un peu moins d'un an. C'était un an où je faisais de petits boulots parce que je n'aime pas rester sur place. J'ai fait vraiment des petits boulots après ces stages-là. J'ai été serveuse dans des restaurants à la place. J'ai été surveillante dans des devoirs. Et comment devient surveillante dans un devoir en fait? J'avais un cousin qui surveillait souvent dans les devoirs, à qui j'ai dit je veux t'accompagner et qui m'a permis de l'accompagner. Est-ce que c'est bien payé? Je ne vais pas dénigrer l'école là, mais ils m'ont eu. Donc tu as à part serveuse, surveillante, qu'est-ce que tu as fait encore? Comme petit boulot. Oui. J'ai fait la vente ambulante. Wow. Ça, c'est même pas là que j'ai commencé. Ça, j'ai commencé. J'ai fait la vente ambulante à Djougou. Wow. C'était une entreprise où j'ai vu une offre. Je me disais, ok, allons postuler, je vais voir. Je suis partie, ils ont commencé un discours de motivation. Quoi. Il faut que vous vendez, ils nous ont motivés et tout. Puis, je me disais, mais ça va consister à quoi? Et c'était de la vente. Donc, j'ai dit, ok, allons-y voir. Et ça pendant un mois. J'ai fait tout plein de petites choses parce que je n'aimais vraiment pas rester sur place. Je pense que tu as bénéficié aussi de la confiance de tes parents parce que laisser une jeune fille de 20 ans aller jusqu'à Djougou pour faire de la vente ambulante, il faut vraiment faire confiance. Oui, c'est ça. Je crois qu'avec mes parents, j'ai fait mes preuves. Le genre, tu es digne, quoi. Tu n'es pas le genre d'enfant où on a peur non, il passe par le mur, en fait. Non, depuis enfant, c'est le genre d'enfant où tu fais tout pour être droit. Quand tu me dis ne fais pas ci, je m'arrange pour ne pas le faire. Ah. Toi, tu es la team sage, hein? Eh, Seigneur, c'est pas les nous là. C'est pas les nous là où, quand on te dit de ne pas faire, là, tu dis, pourquoi on me dit de ne pas faire? Alors, essayez-moi. Allons voir d'abord. Quand on se casse la tête, on revient gentil, voilà. Mais oh non, nous, on est un peu plus dans le sens que, bon, on n'aime pas qu'on nous impose quelque chose. Mais c'est bien d'avoir des gens comme ça, parce que ça rassure aussi les parents, et puis ils savent que tu ne ferais pas de bêtises. Parce que quand on est un peu trop têtu aussi, les parents n'osent pas en fait vous laisser voler de leurs propres ailes. Quoique moi, j'ai eu la confiance de ma maman pour voler de mes propres ailes. Donc, quand tu as fini de faire tous ces petits boulots, tu as décidé de te lancer en maroquinerie et tu as fait 1 an au Nigeria. Et après la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentrée directement? Après la formation, je suis rentrée. Je voulais me lancer en même temps, mais je suis rentrée à un moment où mon père était malade. Apparemment. C'est que sa maladie a commencé littéralement 2 jours environ après que je sois rentrée. Juste comme ça. Et ça a été toute une année où il était malade avant qu'il ne nous quitte. Et c'était une année où dans la maison j'étais pratiquement seule. Donc j'étais avec lui, j'étais celle qui devait s'occuper de lui. Bref, je passais toutes mes journées avec lui pendant une année. Donc ça me met en pause tout ce que je voulais faire dans le sens de créer une marque et autant. C'était une année. Une année un peu difficile. Une année un peu difficile. Et tu étais carrément le garde malade de ton papa? Oui. Parce que concrètement, à part la formation que je suis allée faire,
quand je suis revenue, je n'avais pas de boulot qui m'attendait ou autre chose. Donc, les autres partaient, mais moi, j'étais là. Donc, je me suis dévouée. Et puis, on n'est pas... C'est pas une famille nombreuse. Il y avait que moi, ma soeur, mon frère. Mon frère qui n'était plus à la maison et juste ma soeur, donc elle devait aller au cours. Donc, c'était que moi. Et après l'année là, papa est décédé. Oui. Et c'est là que tu as décidé de te lancer. Non. Il est... Chose drôle, parce que je me dis que la question viendra. Pendant toute l'année où il était là et où je devais me lancer, quand je me décidais à me lancer et que j'avais un certain capital, ça partait dans ses soins. Oui, ça partait dans ses soins. Et je continuais à me demander comment je vais finalement me lancer parce que c'était pas de petits sous. C'était pas de petits sous pour acheter une machine industrielle, acheter ci, acheter ça. C'était pas de petits sous. Mais même les fois où j'étais réticente, c'est finalement aller dedans. Et je me demandais comment ça allait se faire. Et pendant qu'il était là, je me rappelle, il disait essaie de vendre telle chose. Si tu arrives à toucher les sous, tu vas. Et j'ai essayé pendant toute l'année là de vendre ce dont il parlait. C'était un truc qui lui appartenait, c'est ça? Oui. Une parcelle. Une parcelle, oui. Essaie de vendre ça, on ne trouvait pas l'acheteur. On ne trouvait pas l'acheteur. Et il est décédé. Et le lendemain même de sa mort, parce que j'étais là quand il est décédé dans la nuit. On est rentré. Le lendemain, quelqu'un est passé de lui-même. Qui aurait appris qu'il y a des choses qu'on essaie de vendre et qu'il est intéressé, qu'il est là avec les sous. Carrément, il est venu avec les sous. En même temps. Le lendemain, genre le même moment où les gens venaient pour présenter des condoléances. Donc je me suis dit, oui, c'est un signe. Merci de là-bas. Waouh, donc c'est avec ça que tu as eu ton capital de départ. C'est avec ça que j'ai eu mon capital de départ. Pour acheter les machines et lancer. Donc cela veut dire en fait, comme ça je comprends que sans capital c'est très difficile de se lancer. C'est difficile pour le type d'entreprise que j'ai choisi. C'est difficile parce que je me suis dit je veux faire ça moi-même. Ok. Tu aurais pu commander, sous-traiter cela. J'aurais pu commander. Si j'avais les informations que j'ai aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais choisi de commander. Quelque part, c'était bien parce que si j'avais commencé à commander, je ne suis pas sûre que je me serais formée directement en maroquinerie moi-même. Mais pour pouvoir le faire moi-même, j'avais besoin d'un capital. Donc, tu t'es lancé dedans et tu as commencé par quoi? Les sacs ou les chaussures? Les chaussures. Les chaussures. Et pourquoi tu as choisi les chaussures directement? Les chaussures pour hommes, pour préciser. Les chaussures pour hommes. Pour hommes. Quand je suis revenue, en étant là-bas, je faisais des pratiques. Donc, j'avais une liste de personnes à qui je devais ramener ce que je faisais. Donc, j'avais pour des amis, cousines, etc. Et celui à qui j'ai ramené, qui était vraiment chaud, c'était un ami. Un ami. Et quand il a reçu ça, il s'est dit, ah ok, les gens aiment telle chose aussi, et ça commence par ça. Donc quand j'ai décidé de commencer après que j'ai commencé à faire les premiers échantillons, j'ai directement fait ça. Et je l'ai appelé, viens voir. Et il était emballé, c'est très beau, c'est ça. Moi-même de mon côté, je me disais, je suis une éternelle insatisfaite. Je pense que tu es perfectionniste, voilà. Oui, un perfectionniste à fond. Donc je me disais, il reste encore quelque chose. Il est venu une fois, il a vu. Il fait créer une page, post. Et si je fais ok. Il est venu une deuxième fois. Je ne l'avais pas encore fait. Je crois que c'était une semaine après que je me suis lancée. J'ai commencé à faire ces échantillons-là. J'avais déjà les photos. Et il vient, il fait, envoie-moi la photo. Je t'envoie ça, mais ne poste pas pour le moment.
Ne poste pas. Quand je serai prête, je vais poster. Donne-moi quelques jours, quelques semaines et tout. Et il est rentré avant même d'arriver chez lui. Sur le chemin, il avait déjà posté. Il avait déjà vendu les 4 pegs. Disons, il avait déjà vendu les 4 pegs. Mais est-ce que tu lui avais déjà donné à peu près le prix de vente? Oui, on en avait déjà parlé. Au début, j'ai fait des chaussures à 15 000 francs. Oui, c'était ça. Et il avait déjà vendu ça sur le champ. J'étais... Ok. Money is coming. Exactement. Donc, c'est comme ça que tu as vendu tes 4 premières paires. C'était ça. Oh, mais merci à cet ami, hein, parce Merci. que franchement, et comment ça s'est passé après la vente? Comment tu es passé à la création de la page? Ou est-ce que c'est lui qui a créé la page pour toi et tout ça? Non, je suis juste allée sur YouTube, comment créer une Page page Facebook? Parce qu'il faut dire qu'avant tout ça, avant mon entreprise, j'étais pas trop réseaux sociaux. Ok. Non, j'étais pas. Ok. C'est vrai, j'utilisais des smartphones, mais j'étais pas trop réseaux sociaux. Donc, je me suis renseignée comment créer la page. J'ai créé, j'ai fait deux posts dans les vidéos, on parlait de boostage. J'ai boosté, c'est comme ça après. Tu as posté avec tes photos en même temps. Et est-ce que l'idée est venue premièrement ou tu avais déjà un autre nom en tête quand tu as commencé? J'ai commencé en appelant l'entreprise e-collection. Parce que mon prénom c'est Zinam. Donc c'était juste e-collection au début. J'ai lancé l'entreprise en 2019 et e-collection est devenue l'idée en 2022. En fin 2022. Qu'est-ce qui a provoqué cette transition et ce changement? Je dirais les premières années où on était e-collection, je suivais la tendance, je suivais ce que les clients voulaient. Puisque c'était d'abord selon les goûts des amis de mon ami là que j'ai commencé. J'ai continué à suivre ce que chaque personne demandait. Et c'était pas forcément le standing, bien la qualité que je voulais apporter. Ça ne me permettait pas forcément de travailler sur ce que je pensais créatif pour moi. Je n'exploitais pas vraiment ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'honneur, je vais dire, à jouer forcément dans la petite ligue pour plaire tout le monde. Donc, tu veux être au sommet. Je veux emmener le truc à un certain niveau. Je veux qu'au-delà, que ce soit des chaussures, que ça ait un sens. Et c'est de là que j'ai choisi d'appeler la marque l'idée. L'idée qui veut dire lève-toi en Yoruba. Donc, c'est plus qu'un nom pour moi. Pour moi, ça symbolise le fait que dans mon domaine, la maroquinerie, la cordonnerie en Afrique, qu'on se surpasse pour être représenté valablement sur la scène internationale. Parce que quand on parle des grandes marques de maroquinerie et autres, c'est pas toujours, c'est rare qu'on cite des marques africaines parmi ces marques-là. On citera d'autres marques, MS et autres, mais on ne fait pas encore partie de ceux-là. Et l'idée, c'est dans l'optique de petit à petit arriver là-bas. Ce niveau-là. Donc au début, tu suivais plus les commandes, tu faisais un peu du sur-mesure, c'est ça? Oui, je continue de faire du sur-mesure, mais au début, je faisais selon les designs, les modèles qu'on venaient de... Maintenant, c'est toi-même qui conçois les designs et qui les fait. Et comment l'idée fonctionne actuellement? Tu es toute seule dessus ou tu as des employés ou des gens qui t'aident dans la création? Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec 5 ouvriers. Waouh. Mais attends, tu es chef d'entreprise. Avec 5 ouvriers, waouh. Et comment ça se passe au quotidien, ce domaine-là, de la conception jusqu'à la création et la vente? Disons que je les implique dans presque tout. L'atelier est à la maison.
l'atelier a commencé dans mon petit salon parce qu'à la maison, j'avais une dépendance où j'avais un petit salon. L'atelier a commencé là, puis après, maman m'a libéré sa boutique qui était un peu plus un peu grand. plus grande. Donc, l'atelier est là, à la maison, mais je dis plus que des collaborateurs, je les implique dans chaque étape. Quand il y a des modèles à faire et que j'ai une idée, ils apportent leurs idées également et on confronte tout ça, on voit ce qui est bien, comment le faire, avec quoi le faire et on décide. Et actuellement, qu'est-ce que vous produisez exactement? Vous produisez quoi et quoi? Des chaussures pour femmes comme pour hommes, des sandales. Plus précisément, on a commencé avec les sandales en 2019, donc c'est ce pourquoi on nous connaît le plus. Donc, on fait des sandales, on fait des sacs, on fait des pochettes, donc la petite maroquinerie, on fait des fermés maintenant. Donc, des chaussures fermées des pour chaussures hommes, fermées pour hommes. Wow, ok. C'est vrai que moi j'ai plus vu les sandales et la dernière fois j'ai vu passer une publication sur les portefeuilles dames. Mais je ne savais pas que vous faisiez les chaussures fermées aussi pour hommes. On fait les chaussures fermées. Comme je dis, je me suis formée, mais je continue de me former et tu améliores. Oui, ces personnes-là qui viennent travailler avec moi aussi apportent des idées, on essaie de peaufiner. Donc de jour en jour, on essaie d'ajouter des produits qu'on est à même de proposer. Et Didé vend dans combien de pays actuellement? Ou c'est seulement au Bénin que Didé... Non, pas seulement au Bénin, mais je n'ai pas compté. On fait des expéditions en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, au Burkina, au Sénégal, en France. Je n'ai pas compté, c'est selon ceux qui viennent. Et comment ça se passe dans la gestion d'une entreprise comme ça de maroquinerie au Bénin? C'est une entreprise enregistrée. Oui. Donc, comment ça se passe? Et sachant comment les impôts aussi se couvrent, comment est-ce que ça se gère au quotidien? Et tout ça, les expéditions, les paiements, les petits papiers et tout ça. Les expéditions, c'est le plus grand problème auquel on fait face. Je vais dire ça comme ça. Parce que c'est souvent au cas par cas. Le moyen le plus fiable qu'on a, c'est DHL, mais DHL, c'est cher. C'est cher. Très cher. Donc, c'est souvent au cas par cas. Quand il y a la possibilité d'aller avec des cas et autres, on va avec eux. Donc, c'est vraiment au cas par cas où aller à l'aéroport, arriver, on voit. Des gens. C'est souvent au cas par cas. Surtout quand c'est des destinations qu'on n'a pas encore explorées ou on n'a pas encore des correspondants qui peuvent aider et tout. C'est vraiment au cas par cas pour les expéditions. Et pour la gestion de l'entreprise en général, je dirais, je fais avec les informations que j'ai et on évolue. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Donc, je pense que tu te fais aider aussi par un comptable pour la gestion des finances ou bien tu le fais seul? Je le fais seul. Je le fais seul. Sachant ce que c'est au Bénin, waouh, félicitations. Merci. Wow. Donc, on va évoluer. Quand on discutait tout à l'heure, je me suis rendu compte que tu avais une relation particulière avec ton père. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Parce que vous êtes combien d'abord pour les parents? On est 3. Ok. J'ai un grand frère et une petite soeur. Ok, donc toi, tu es au milieu. Voilà. Donc, donc, tu es la première fille de papa. C'est ça. Ok, je comprends mieux. Donc, comment ça se fait la relation avec papa et puis comment ça s'est construit et tout? Papa, c'était mon premier cheerleader. Le premier supporter. Le premier supporter. Le premier supporter. Et j'étais une enfant très calme, très réservée, très timide, très tranquille. Et disons, papa, c'était vraiment le seul avec qui je parlais, avec qui
je faisais une petite cachotterie avec qui je complotais. C'était au-delà d'être un papa, c'était vraiment, disons, mon pote. Euh, c'est ce genre de relation qu'on avait. C'est ce genre de relation qu'on a bâti au fil des années. C'était pas quelqu'un qui... Il était très compréhensif, très. Il ne t'imposait rien, il te faisait que des suggestions. Wow. Voilà, j'avais rien imposé. Wow. Il faisait que des suggestions. Il te laissait faire tes propres expériences, revenir avec ce que tu en as tiré. Et je crois que c'est le plus grand cadeau qu'il ait pu me faire. Le fait de me laisser faire des expériences, le fait de me laisser me forger ma propre personnalité, aller vers ce que je voulais, me cogner parfois, revenir, tout. Je crois que c'est le meilleur des cas parce que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à continuer à... Ça, il t'a aidé en fait à gagner en confiance. Bon, ça nous montre en fait l'importance de, je vais dire, de l'éducation que nous recevons dans le caractère que nous bâtissons. Parce que quand tu parles, je me rends compte que le côté audacieux que tu es vient du fait que ton père, en fait, t'a laissé voler de tes propres ailes, mais sans te lâcher non plus, en essayant comme il peut de te protéger. Waouh. Je pense que tu n'aurais pas été pareil si tu n'avais pas eu un papa comme ça. Non. Et avec maman, comment ça se passe? Avec maman, ça va beaucoup. Beaucoup mieux que quand j'étais adolescente. Beaucoup mieux que quand j'étais adolescente. Je crois que quand j'étais plus du vivant de papa, j'étais beaucoup proche de papa et avec maman, c'était juste... Bon, c'est ma générosité, soit. oui, c'était une relation juste... Ouais, je t'aime, mais bon. Je préfère papa. C'était clair. C'était clair. Et elle n'était pas jalouse? Non, je crois pas. Si elle était jalouse, elle m'a pas dit. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit, bon, il y a certaines choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. C'est ça. Mais aujourd'hui, maman, c'est vraiment, c'est mon rock, je vais dire. C'est mon rock. C'est elle qui m'écoute parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours. Maman, c'est vraiment, c'est celle qui me soutient aujourd'hui le plus, celle qui prie pour moi, celle qui est tout le temps aux petits soins, celle qui prend de mes nouvelles parce que tous ceux qui t'entourent ne sont pas forcément dans l'optique de te demander ça va vraiment. Donc, maman, c'est. Aujourd'hui, elle est tout pour moi, je dirais. Donc, en fait, son heure a sonné. L'heure de maman a sonné. Disons ça comme ça. Et comment ça se passe aussi avec tes frères? Parce que quand on est au milieu, c'est. On joue un peu. Comme, on est comme la charnière, hein, c'est-à-dire il faut connecter celui qui est en haut à celui qui est en bas. Ou ça ne se passe pas forcément comme ça chez toi? Ça se passe comme ça, je dirais. Ça va, avec mon frère, ça va. Je suis beaucoup plus proche de ma soeur. Et elle, c'est mon petit bébé. Même s'il n'y a que, c'est pas 3 années de différence. Non, c'est mon bébé. Elle poursuit aussi ses rêves. Ailleurs, actuellement, elle n'est pas en Afrique. Donc, ça va avec eux. Ça souvent, les Benjamines, elles, comment je vais dire, c'est des personnes qui s'envolent. Hein? Oui, c'est juste ça. Et avec ton grand frère, comment ça va? Ça va. Ça va. C'est pas la même relation, mais ça va. D'accord. Donc, ça va. Ok, donc nous allons parler aussi de ta situation matrimoniale. Tu es mariée ou est-ce que tu es en couple? Ni l'un ni l'autre. Donc, je suis célibataire, sans enfant, à la recherche. Oui. D'accord. On va parler alors des critères. Genre, ok, si quelqu'un veut draguer Zinam aujourd'hui,
ou bien veut faire la coasinam. Parce que tu m'as dit que tu es évangélique. Donc, je sais que déjà, les évangéliques, euh, on ne va pas dans les histoires de... On va voir, on se drague. On va dans les histoires j'ai un cheminant, après il devient fiancé, après il va au mariage. Donc en fait, quand quelqu'un nous approche, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'intention de se marier, quoique ça peut changer. Donc, qu'est-ce qu'un homme doit avoir pour t'approcher? Il, il doit être pieux. C'est le premier critère. J'aimerais avoir quelqu'un qui me rapproche plus de Dieu que je ne le suis, pas qui m'aide à regresser dans cette relation-là que j'essaie de bâtir avec Dieu. Il doit être compréhensif, attentionné, bosseur, vraiment bosseur. Quand je dis bosseur et ambitieux, quand je dis bosseur et ambitieux, je ne dis pas forcément quelqu'un qui sait déjà faire, mais qui sait bosser, qui sait se relever, qui sait retrousser les manches. Donc ça compte beaucoup. Quelqu'un de gentil. Pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Et ça ne gênerait rien qu'il soit un peu romantique, parce que je suis une amoureuse de l'amour. Mais je pense que les Bélivois sont très peu romantiques, par contre. En tout cas, en tout cas, de ce qu'on voit en général, j'ai pas l'impression que les Africains et les Béninois soient très, très romantiques de caractère. Mais est-ce que c'est pas possible, par exemple, qu'un homme parce que c'est notre culture aussi qui est comme ça, qu'un homme qui n'a pas appris ça, qu'on puisse de lui apprendre petit à petit et tout ça? C'est possible aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux et qui se laisse enseigner. Exactement. C'est possible. Donc il faudrait qu'il soit humble aussi. Oui. Qu'il ait un peu d'humilité, qu'il sache enseigner sans pour autant faire passer l'autre comme plus bas que lui, et qu'il sache recevoir aussi pour travailler sur lui. Recevoir des reproches pour travailler sur lui. D'accord. Et tu as une préférence en termes de tranche d'âge ou c'est ouvert à tout le monde, hein? Une jeune de 19 ans peut venir, un homme de 119 ans aussi peut venir et tout ça. Non, disons, là j'ai 28 ans, donc disons quelqu'un qui a au moins 28 ans. Au moins 28 ans. Ok. Donc pas d'homme plus jeune. Non, je ne me suis pas encore projetée dans ce genre de schéma. Mais quelqu'un qui a au moins 28 ans et au plus 40. Ok, entre 28 et 40 ans. Donc, messieurs, si vous êtes célibataires, on ne cherche pas des mariés, genre des célibataires avec alliance. On cherche des vrais célibataires pieux, aimant Dieu, humbles, gentils, ambitieux. On n'a pas dit forcément riche, on dit ambitieux. Et je pense qu'on a ajouté aussi, comment on appelle ça, bosseur et romantique. Ça, c'est le bonus. Et que vous avez entre 28 et 40 ans, il faut savoir que notre première marque de maroquinerie béninoise, la promotrice est célibataire et que c'est un cœur à prendre. Mais voilà les critères. Il faut être au moins, quand même plus, mais pour être romantique, il faut être financièrement stable. Vous n'aimez pas ce mot-là. Donc, cherchez-vous un peu d'abord avant de venir. Ça compte. Parce que c'est beaucoup de travail. Maintenant, on va parler de ta vie de femme, comment tu gères ta vie de femme. Parce que, surtout que tu es célibataire, tu ne peux pas trouver le mari en restant à l'atelier ou juste à la boutique. Il faut que tu sortes et que ce n'est pas seulement aller à l'église. Parce qu'on connaît les évangéliques. C'est église le dimanche ou quand il y a des programmes. Dès que le pasteur dit au nom de Jésus, le Amen est déjà au niveau de la porte et tout. Donc, comment est-ce que tu fais en fait
comment tu fais pour gérer et équilibrer ta vie de femme et ta vie de chef d'entreprise? Je je vais pas mentir, actuellement, c'est pas forcément équilibré. Actuellement, ma vie de chef d'entreprise pèse plus lourd dans la balance que le temps que j'accorde à ma vie personnelle. Donc, je suis très casanière et disons que c'est maintenant, j'essaie de reprendre les bonnes habitudes petit à petit. Donc, je dirais pas que c'est forcément équilibré, mais je prends de plus en plus de temps pour moi. J'arrive à... Et ça se passe comment dans la pratique? Dans la pratique, récemment, je me suis inscrite dans un cours d'oratoire qui me faisait sortir minimum 2 fois par semaine. Et après ces cours-là, je peux me poser à la plage. J'aime beaucoup la plage. Je peux me poser à la plage, je peux aller dans un resto, donc je peux aller voir des amis que je n'arrivais plus tellement à voir à cause du boulot. Donc, j'essaie de faire des activités. Et ton travail te prend combien d'heures par jour comme ça? L'atelier à la maison, donc je ne compte pas. Mais est-ce que c'est pas un piège ça d'avoir l'atelier à la maison? Parce que quand c'est là, tu sors, tu es là. Tu manges, tu es là. Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas penser à... bon, c'est clair que ça va peut-être entraîner des frais, mais délocaliser ça. Parce que dans ça, est-ce que tu arrives à faire la part des choses? C'est vrai que tu n'as pas encore d'enfant à charge et tout ça, mais je pense qu'avant même de rentrer dans un mariage ou dans un foyer, il faut déjà apprendre à faire la part des choses, sinon ça va être compliqué. Exactement. C'est dans ce processus d'apprendre à faire la part des choses que je suis. Mais c'est vrai que le fait d'avoir l'atelier à la maison peut être un piège parce que à tout moment, c'est vrai, il n'y a pas d'heure où je ne sois pas au marteau ou bien en train de répondre. Et tu ne t'imposes pas des horaires et tout ça? Non, je m'impose actuellement des petites pauses dans la journée, mais 1 heure pour finir, non, je ne m'impose pas ça. Je me dis que pour le moment, je n'ai pas de charge, je suis encore seule, c'est ce que j'essaie de faire, mais j'arrive quand même à prendre du temps pour moi. Et tu as dit tout à l'heure que tu arrivais aussi de temps en temps à aller au restaurant. Tu y vas seule ou tu préfères aller avec des amis ou tu as du mal à sortir seule? Je fais les deux. Je vais avec des amis et je vais aussi seule. Il faut dire que la plupart des amis avec lesquels j'avais l'habitude de sortir, je veux parler surtout des filles, sont mariées. Donc c'est à programmer. Donc je sors beaucoup seule. Et tu n'as pas du mal à être seule dans ta propre compagnie parce que je me rends compte que il y a quelques années, les femmes avaient du mal à sortir seules. C'est-à-dire qu'elles ne se sentaient pas très à l'aise à être seules, par exemple, dans un restaurant pour manger ou aller au cinéma. C'est vrai que je remarque la tendance contraire depuis quelques temps et tout, et je me dis que c'est quand même important de pouvoir, en fait, passer du temps avec soi-même. Parce que c'est assez revigorant, je trouve. Vraiment. J'aime passer du temps avec moi-même. Un peu trop d'ailleurs. Un peu trop d'ailleurs. Et quand je disais tout à l'heure que j'aime la plage, j'aime beaucoup être à la plage. Donne-moi un bouquin, mets-moi au bord de la mer toute la journée. C'est une journée parfaite pour moi, en fait. Donc, non, je n'ai aucun problème à passer du temps avec moi-même, aller dans un resto, passer la journée. J'aime aussi les restos qui sont au bord de la mer. Oui, c'est pas du tout gênant. Je trouve ça normal de pouvoir sortir avec soi, se retrouver avec soi, réfléchir par soi-même, passer une journée en sa propre compagnie qui fait ça. Et quand tu n'es pas devant tes machines,
Qu'est-ce que tu aimes faire le plus à part rester? J'ai compris que tu aimes rester à la plage. Parce que je me rappelle que l'une des raisons pour lesquelles notre interview a pris du temps, c'est parce que tu fais aussi beaucoup de formations. J'ai remarqué que tu es quelqu'un qui cherche tout le temps à s'améliorer. Oui. Donc, Je cherche à m'améliorer quand je constate qu'il y a un domaine où je ne m'y connais pas trop et que ça devient un frein. Je cherche à m'améliorer. Donc, je me forme. Je me suis formée, j'ai fait une petite formation en comptabilité en temps. Après, j'ai fait un cours en art oratoire que je viens de finir. C'était une très belle expérience. Mais pourquoi l'art oratoire? Parce que tu te sentais timide? On ne dirait pas là, oui, mais oui. Ah. Oui. Beaucoup. Beaucoup de trop. Mais là, ça va beaucoup mieux. Donc, la formation a aidé? La formation a beaucoup aidé. La formation a beaucoup aidé. Beaucoup. Et à part les formations, qu'est-ce que tu fais d'autre? Qu'est-ce que tu as d'autre comme passion ou hobby? Je vais souvent suivre des matchs de basket. Oui, j'aimais ça avant, j'ai laissé. Comme le sport, j'ai laissé aussi et j'ai repris, disons, il y a quelques semaines. Le sport aussi? Oui, le sport surtout et les matchs de basket quelquefois en passant. Les restos dont j'ai parlé, la plage. Et les matchs de basket se suivent où? Calavi, je suis à Calavi, donc au CEG de Calavi ou à SOS ou sur le campus. J'ai un ami qui est coach de basket. D'accord. Avec qui je vais en attendant que je me décide à te remettre à ça aussi. Ah oui, c'est ça. Wow. Donc, c'est pas des matchs entre écoles et tout ça, c'est des adultes et tout ça. C'est des adultes. Et c'est des clubs de basket qui y a à Cotonou. Sérieux? Oui. Il y a des clubs de basket à Cotonou? Il y a des clubs de basket à Cotonou. Je n'en fais pas partie, donc je ne maîtrise pas professionnellement. Moi, je n'étais même pas informée. Mais il y en a, ils font des compétitions, des tournées. Oui. Oh, wow. Mais c'est bien de rencontrer une fan de basket. En fait, les femmes ne sont pas très fans de sport souvent. Et bon, moi, je suis fan de foot. Hein. Le basket, j'aime bien, mais en fait, moi, le foot, c'est ça. Mais c'est bien de rencontrer des femmes qui aiment le sport, ça pour qu'elles aiment les défis et tout ça. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ça va être l'interview le plus free, le plus rapide que j'ai eu. Mais je pense qu'on a quand même fait plus ou moins le tour. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour moi ou tout. Non, pas la timidité. Tu viens de finir une formation en art oratoire. Donc, moi, je peux même me lever et te laisser tout le studio que tu dises tout. Non, c'est pas timidité, mais c'est passé crème, c'était pas stressant. C'était pas ce que je m'imaginais. Ah bon, et tu t'imaginais que c'était comment? Que ce serait carré et que j'aurais à réfléchir. Mais non, c'était un bon moment et ça m'a fait plaisir de partager, de revoir moi-même ce parcours-là et de le partager, de revoir la relation avec mon père, tout ça. Et c'est pas tous les jours que j'en parle. D'ailleurs, je crois pas en avoir déjà parlé sur une interview, donc c'était une première. J'ai vraiment aimé être en ta présence. Merci. Et je voudrais aussi que tu puisses laisser aussi un message aux femmes, des femmes qui hésitent et qui se disent peut-être, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu la passion de créer à base de paille comme toi, parce que toi tu as commencé par cette passion et tu es passé à la fabrication, à l'utilisation, la transformation du cuir. Que tu puisses donner des conseils aux femmes qui se disent que peut-être qu'il y a certains métiers qui sont des métiers d'hommes et qui peut-être n'osent pas se lancer dans ça. Quel conseil tu pourrais leur donner dans cette hésitation qu'ils ont? Moi, je leur dirais qu'il n'y a pas de métier d'homme. Il n'y a pas un métier où c'est forcément dédié aux hommes. Genre, je n'ai jamais eu cette mentalité-là à mon niveau et ce ne serait pas bien qu'elles aient cette mentalité-là. Ça ne va pas les aider. Peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit un métier d'homme ou
suivez juste ce que vous avez envie de faire. C'est gratifiant, c'est pas facile, mais c'est gratifiant et c'est vraiment épanouissant de faire un métier qu'on aime vraiment. Parce que tu passes le plus clair de ton temps à travailler sur cette vision-là et ce serait vraiment dommage de mettre tout ce travail dans quelque chose que tu n'aimes pas. Exactement. Dans quelque chose dans lequel tu n'es pas épanoui. Donc, peu importe les stéréotypes autour du métier que vous choisissez de faire, foncez. Et rien ne bat l'action. Ça ne vaut pas la peine de se faire mille et un films dans la tête. Si je fais ci, ce que ça va donner. Rien ne bat l'action. Vous pouvez avoir un plan d'action de 1000 pages. La personne qui fait le premier pas a gagné surtout cette réflexion de plusieurs mois. Rien ne bat l'action. Donc, peu importe ce que vous avez en tête, foncez. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. Parce que c'est vrai, je disais que j'avais besoin d'un grand financement et tout. Mais je suis très loin de où j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis très loin de où j'ai commencé. Je me rappelle, j'ai commencé avec une machine industrielle, ma table, la vieille table de mon père, un marteau, un couteau. Et même dans le temps, c'était grand pour moi. C'était grand pour moi. C'était peut-être le demi-million et tout, mais c'était grand pour moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on a peut-être près d'une dizaine de ces machines-là qui étaient difficiles à obtenir dans le temps. Donc, commencez où vous pouvez. Dans le temps, moi, j'avais pas l'information comme quoi tu pouvais sous-traiter, aller vers d'autres personnes qui t'aident à bosser sur cette vision-là que tu as et au fil du temps, te tourner vers ce que tu veux. Donc, même si vous vous dites, je n'ai pas les moyens, il manque telle chose, avec ce que vous mettez vos cartes sur la table, voyez ce que vous avez et voyez ce que vous pouvez faire à partir de ça pour aller vers où vous voulez vraiment aller plus tard. Lancez-vous juste, faites des actions et comme notre président dit, on est au Bénin, vous aviserez. C'est ça. Donc, lancez-vous juste. Et qu'est-ce que tu dirais à la jeune toi si tu pouvais repartir en arrière, la jeune toi qui vient d'avoir peut-être fraîchement le bac et qui, comme la plupart d'entre nous, de notre génération, de la génération de nos petites sœurs, après le bac, a voulu forcément faire des études universitaires. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune toi? Est-ce que tu lui dirais, oui, tu as la bourse à faire commerce international, ou bien tu lui dirais non, lance-toi dans quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais repartir en arrière? Je lui dirais de suivre son instinct, de suivre son instinct, de beaucoup prier. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et les décisions qu'on pense que c'est fortuitement, que c'est un hasard, quand la prière est impliquée, c'est le plan de Dieu qui est en marche. C'est vrai, je parlais de commerce international, que c'était pas du tout mon premier choix et j'étais pas forcément phasée par l'idée d'aller faire commerce international. Je suis allée parce que j'aime étudier, j'ai continué à étudier. Mais aujourd'hui, ça me sert. Si j'avais fait agronomie, quel est le rapport? En quoi ça m'aurait servi dans ce que tu la fais gestion d'une marque? Non. Donc, dans chaque décision que vous aurez à prendre sur l'avenir et autres, faites de vous mieux, utilisez les informations que vous avez à votre portée sur le champ, priez beaucoup et croyez quand vous prenez une décision, croyez, foncez. Et ne soyez pas anxieux par rapport à l'avenir, ce qui doit se faire, se fera forcément. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui recommandent de ne pas se lancer dans des études universitaires pour le faire. Parce que c'est vrai que à un moment donné, on a fait les études universitaires parce qu'on se disait que c'était le cursus normal ou ce qu'il fallait faire sans vraiment se poser des questions. Mais est-ce à dire que est-ce que les études universitaires sont de nos jours surcotées? Moi, je ne pense pas, mais je ne sais pas trop ce que toi tu en penses. Je ne pense pas que les études universitaires soient surcotées.
c'est bien de vouloir faire un métier qui n'implique pas forcément d'aller s'asseoir dans un bureau, mais c'est bien aussi d'avoir la tête pleine pour prendre les bonnes décisions et pousser vraiment loin notre imagination, notre vision dans le secteur qu'on aura choisi. Donc, les études universitaires, ce n'est pas du tout surcoté. Il faut vraiment... Il y a des connaissances qui aident, peu importe le domaine. Et pour ça, il faut faire ces études-là. Est-ce que toi, là où tu es, si tu n'avais pas eu le temps de te former, de faire peut-être 3 ans de licence et même les 1 an de stage que tu as fait, est-ce que tu penses que tu aurais la même vision que tu as pour ta marque aujourd'hui que si, par exemple, juste après le bac, tu t'étais lancé dans cela? Je ne crois pas que j'aurais forcément la même vision. Ça m'aurait peut-être pris plus de temps pour rêver de ce dont je rêve aujourd'hui. Et je n'ai pas vécu ce cas-là, donc je ne pourrais pas dire exactement ce qui s'est passé, mais je sais que le fait d'avoir fait des études m'a déjà mis en contact avec beaucoup de personnes qui sont toujours impliquées dans ma vie aujourd'hui et qui ont permis à ce que je sois quand même où je suis. Faire des études, ça m'a aussi forgé un caractère, le fait de voir comment ça se passe sur le terrain et tout ça. Donc, je ne sais pas comment ça se serait passé si je ne les avais pas fait, mais je sais que les études me sont utiles jusqu'aujourd'hui, je dirais. Oui, effectivement, parce que je me dis que quand nous faisons des études universitaires, bon, c'est pas les faire pour les faire, hein, mais d'une manière ou d'une autre, c'est comme tu as dit, ça agrandit la vision et ça te permet d'avoir une vision plus globale des choses. Et j'ai eu Gladys Abalo, quand je l'ai reçue, elle a dit ça, qu'elle dit à sa fille, par exemple, que quand tu étudies, et tu as une longueur d'avance, que tu le veuilles ou pas, sur quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, parce que ta manière d'appréhender les choses et de voir les choses est forcément différente. Et tu viens de confirmer cela, que c'est aussi important de faire des études. Quoique je ne pense pas qu'il faille aussi perdre des années en formation inutile qui ne va pas servir parce que ça ne sert à rien. Ben voilà, Zinam, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie pour ce moment d'échange. Merci de t'être rendu disponible. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup.